Ok, mais deux mots d'introduction très rapides. D'abord, j'ai le plaisir, nous avons l'honneur d'accueillir Manon Aubry et Édouard Delruel. Je pense que vous les connaissez tous. Manon Aubry, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, elle est élue députée européenne sur la liste de la France insoumise. Elle est présidente de la gauche, coprésidente de la gauche européenne au Parlement européen. Elle a été, auparavant, elle a eu toute une activité dans le monde associatif, comme porte-parole d'Oxfam France sur les questions de la fiscalité, de l'évasion fiscale, de la justice fiscale et de la justice sociale, disons pour aller vite. Elle a été également médecin du monde, avec des missions au Libéria et en RDC. Elle est également enseignante à Sciences Po sur les droits de l'homme, sur les droits humains, on dit le plus en Belgique, voilà, sur les droits humains. Édouard Delruel, on le connaît aussi, il est plus proche, disons, bien que tous les deux sont des Bruxellois. Édouard est plus proche, il est professeur de philosophie à l'Université de Liège. Il est président de Solidaris, président national de Solidaris, ce sont les mutualités socialistes. Et il a publié récemment deux livres particulièrement intéressants. Un livre important sur la philosophie de l'État social, qui date d'il y a 1 an à peine, je pense, 2 ans. Et puis, beaucoup plus récemment encore, le socialisme, ici, qui est une présentation synthétique, claire, pédagogique de ce qu'est le socialisme. Voilà donc pour une présentation rapide de nos intervenants. Maintenant, deux mots sur le sujet et sur le débat. Le thème, c'est la NUPES. Après une présidence de François Hollande que l'on peut qualifier de calamiteuse, ça vous convient? Après une présidence calamiteuse de François Hollande, lors des élections présidentielles françaises, la gauche paraissait assez désemparée. Le Parti socialiste était en voie de disparition, sinon presque disparu, et la gauche était divisée et paraissait vouée à une défaite certaine. C'est à ce moment que, effectivement, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ont eu la capacité de réunir la gauche dans cette alliance électorale qu'est la NUPES et qui a permis, sinon d'amener la gauche à une cohabitation où Jean-Luc Mélenchon devait être Premier ministre, si cet objectif n'a pas été atteint, elle a quand même été atteint en grande partie dans la mesure où non seulement la gauche a très considérablement renforcé sa présence parlementaire, mais beaucoup plus que cela, créé un espoir d'une situation de défaitisme absolu. Ben, il y a maintenant un horizon de gauche, un espoir de gauche qui s'est manifesté très clairement en France. Ce qui est neuf également, ce qui me paraît particulièrement neuf, ce n'est pas la première fois que la gauche se trouve unie. Mais chaque fois, que ce soit le Front populaire, que ce soit le programme commun de la gauche, que ce soit la gauche plurielle, c'est toujours sa fraction modérée, c'est-à-dire sa fraction politique, qui avait le leadership. Tandis qu'ici, c'est la toute première fois où nous avons une gauche radicale qui se trouve en tête, qui est parvenue à réaliser cette union et qui a le leadership aujourd'hui dans ce rassemblement. C'est un fait, je pense, nouveau et un fait qui constitue d'une certaine manière, à mon sens, une rupture politique. En ce qui concerne le débat, je dirais juste un mot pour introduire le débat. Je veux me référer à une tribune d'Alexis Corbière, député LFI, d'Alexis Corbière dans l'Obs, qui, en réponse à François Ruffin, dit pourquoi je ne suis pas social-démocrate. Et il dit quelque chose qui en France est très difficile à comprendre, mais que nous comprenons très bien ici, en ce qui me concerne, j'essaye souvent d'expliquer aux socialistes français avec beaucoup de difficultés, mais il le fait avec beaucoup plus de clarté que je ne pourrais le faire, à expliquer pourquoi les socialistes français ne sont pas sociodémocrates et ils ne l'ont jamais été.
Et donc il dit, pour être social-démocrate, il faudrait déjà qu'il y ait une social-démocratie. Et en France, il n'y en a pas. De plus, dit-il, une deuxième raison, c'est que la social-démocratie se nourrit de la croissance. Bon, maintenant, ce n'est plus la croissance qui est véritablement à l'ordre du jour. Donc, en gros, voilà pourquoi je ne suis pas social-démocrate. Mais ici, la social-démocratie, elle existe. Elle a existé et elle existe. On se trouve donc dans un contexte fort différent du contexte français. Et ici, nous avons affaire à une structure politique, à un système politique, et également à une histoire sociale, l'histoire du mouvement ouvrier qui est relativement différente du républicanisme français. Et donc, c'est par rapport à ça que notre débat, je crois, a un intérêt particulier, à savoir de poser cette question de l'union de la gauche, de ce qui a pu être fait en France, et de voir si cela a un avenir, pas seulement en France, ce qui n'est pas toujours certain parce que ça reste fragile, pas seulement en France, mais éventuellement ailleurs. Voilà donc, je propose que Manon prenne la parole d'abord et présente un peu la NUPES, et ensuite Édouard lui répond d'une certaine manière. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, des autres, et d'essemer un petit peu en quelque sorte les graines de la NUP partout en Europe, et je serais ravie de le faire aussi souvent que nécessaire. J'ai pu voir aussi que ça a suscité beaucoup de questions, d'interrogations, la démarche en France, et je serais ravie aussi de répondre à toutes vos questions. Peut-être si on refait le fil historique. Moi, je fais partie de cette génération qui n'a connu au pouvoir de ce qu'on appelait la gauche que François Hollande. De celui qui disait mon ennemi c'était la finance en campagne, et puis quand il était au pouvoir a fait toute autre chose. Et c'est vrai que je le dis en préambule parce que quand on a grandi comme moi, si vous voulez, avec de l'espoir d'une gauche qui arrive au pouvoir, et en même temps cette forte déception de cette gauche qui propose la déchéance de nationalité, de cette gauche qui fait les lois travail, de cette gauche qui propose notamment les pires crédits d'impôt qu'a connu la France avec le crédit impôt compétitivité emploi, on perd la boussole politique de ce qu'est la gauche. À un tel point, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais qu'à un moment, nombreux à la France insoumise ont dit en fait, c'est quoi la gauche? C'est quoi la gauche? Et comment on arrive, nous, à redéfinir quelle est notre gauche? Et je trouve que finalement, cette question, on a réussi à y répondre qu'après un certain nombre d'années, et qu'il y a une phase de décomposition de la gauche après l'élection de François Hollande, et qu'on est dans cette phase de recomposition de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre en France, et j'arriverai après à l'échelon européen, c'est cette phase de recomposition de la gauche. Et l'élection présidentielle de 2022, pour ça, elle marque un tournant majeur. Pourquoi elle marque un tournant majeur? Parce que même nous, je veux dire, évidemment qu'on espérait faire le meilleur score possible. Mais une gauche de rupture qui fait 22% à l'élection présidentielle, qui est à 400 000 voix d'atteindre le second tour, oui, c'est un fait politique majeur, et je suis d'accord. Et surtout, en miroir, cette gauche de rupture qui fait 22% et le Parti socialiste qui fait 1,7%, c'est aussi inédit dans l'histoire politique de notre pays. Et ce qui est frappant, c'est que le Parti socialiste fait 1,7% à peine 5 ans après avoir été au pouvoir. François Hollande est au pouvoir de 2012 à 2017, et le Parti socialiste, 5 ans plus tard, 5 ans après avoir gagné les élections présidentielles, fait 1,7%. Et c'est cette clarification politique qui a pu permettre la NUP. Pourquoi je dis ça? Ne cherchez pas en moi le moindre esprit revanchard vis-à-vis du Parti socialiste, parce que je fais aussi partie de cette génération qui s'est engagée très tard en politique, enfin très tard compte tenu de mon âge, c'est-à-dire en 2019 pour les élections européennes, je n'avais pas fait les élections présidentielles de 2017. Donc moi, je me sens très à l'aise sur cette question-là. Et en fait, qu'est-ce qu'a permis l'élection présidentielle? Une clarification politique et programmatique. Oui, c'est un programme de rupture qui l'a emporté à gauche lors de l'élection présidentielle. Et donc, le résultat de l'élection présidentielle qui permet cette clarification politique et idéologique facilite l'accord de la NUP. Et
en 13 jours et 13 nuits, c'est le temps pendant lequel a duré la négociation, en 13 jours et 13 nuits, on a fait ce que des années de discussion n'ont pas rendu possible les années au préalable. Pourquoi ça a été rendu possible en 13 jours et 13 nuits? Parce qu'il y avait eu ce juge de paix qui était l'élection présidentielle. Et alors, moi, je pourrais vous raconter les détails, mais ce serait un peu long, mais je pourrais vous raconter une seule anecdote de ces négociations. Quand on fixe pour la première fois le cadre d'ouverture des négociations. Donc, on se retrouve dans une réunion en direction de la France insoumise et on se dit, voilà, il est temps de construire un front commun. L'analyse que l'on tire de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a 3 blocs dans notre pays. Un bloc d'extrême droite, un bloc d'extrême libéralisme, qui est le bloc d'Emmanuel Macron, et un bloc de gauche sociale et écologique. Et qu'il s'agissait pour nous maintenant de réunir ce bloc social et écologique. Et comment on l'a fait? On a posé des bases programmatiques d'emblée. Et on a fixé un certain nombre d'axes politiques en disant on est prêt à ouvrir des discussions sur cette base-là parce que ce sont des points forts de notre campagne présidentielle sur lesquels nous avons fait 22%. Je vous donne des exemples. La retraite à 60 ans, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, je sais, pour vous, les Belges, la retraite à 60 ans, ça doit vous paraître illusoire. Il se trouve qu'en France, nous, on a la retraite à 62 ans à l'heure actuelle. Donc, on a posé tout un certain nombre de garde-fous. Le retour sur les lois El Khomri, qui sont les lois travail. Et on s'est dit, voilà, si sur cette base-là, les autres veulent discuter avec nous, alors on est ouvert à la discussion. Et on a reçu notamment le Parti socialiste. On avait beaucoup de caméras en bas de chez nous, un versement proportionnel un peu au score qui a été fait par le Parti socialiste. Et en fait, force est de constater qu'on avait devant nous un nouveau Parti socialiste. Que, point après point, le Parti socialiste nous dit oui, les lois travail, on est prêt à revenir dessus. Oui, on est prêt à assumer une forme de confrontation avec les règles européennes et on est prêt à discuter de la compatibilité d'un certain nombre de nos propositions avec les règles européennes et de trouver une méthode en commun qui n'est pas la sortie de l'Union européenne, mais qui n'est pas non plus une forme de béni oui-oui, comme on a pu voir dans le passé. Ça fait partie des choses sur lesquelles s'était engagé François Hollande, renégocier les traités européens, et il est absolument loin de l'avoir fait. Et donc, point après point, on a trouvé un nouveau Parti socialiste. Et ce nouveau Parti socialiste, on en a pris acte. Et évidemment que pour nous, l'objectif était rempli finalement de ramener le Parti socialiste à la maison. J'ai quelqu'un de mieux... Enfin, les 2 personnes qui sont autour de moi sont bien mieux placées que moi pour faire l'histoire du Parti socialiste. Mais j'avais le sentiment de renouer avec l'histoire du socialisme. C'est quoi l'histoire du socialisme? C'est la baisse du temps de travail, c'est le partage des richesses. Et c'est ça, finalement, qui était le cœur de notre projet politique au cœur de la NUP. Et à ce moment-là, on a eu une discussion sur est-ce qu'on fait un accord sur un coin de table sur ces 10 simples principes politiques ou est-ce qu'on fait un programme ambitieux? Eh bien, là aussi, ça a été un peu un bras de fer et je suis ravie parce que c'est ça qui donne aujourd'hui la force à la NUP. En 13 jours et 13 nuits, ce qu'on nous disait impossible, eh bien, on a réussi à négocier un programme complet avec plus de 650 propositions. Ce qui fait que ce n'est pas un accord sur un coin de table de chacun avait un intérêt à ce qu'on ait des candidatures en commun. Bien sûr, il a fallu s'entendre et c'est pas rien sur 577 candidatures en commun puisque c'est le nombre de circonscriptions qu'il y avait en France. Mais bien au-delà, ce sur quoi on s'est accordé, c'est sur un programme de gouvernement. On s'est imaginé ensemble gouverner la France, changer la vie des gens. Et c'est ça qui a été le moteur et qui a abouti à travers ce programme de 650 propositions et qui fait, je crois, encore aujourd'hui la force de la NUP. Eh bien, ce pari, au final, il a été gagnant. Il a été gagnant, pourquoi? Parce que au premier tour de l'élection législative, et ce, alors qu'on n'avait que 5 semaines pour faire campagne, eh bien, on l'a gagné. On a tendance à l'oublier parce que le système électoral sur les législatives en France est très particulier avec ce système à 2 tours par circonscription. Mais en termes de voix, au premier tour de l'élection législative, nous faisons 26%. Nous sommes en tête, devant les libéraux, devant l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, c'est un pari qui était gagnant, et ce, malgré un taux de participation qui est plus faible. Et donc, ce résultat, il remet la gauche sur le fil de son histoire. Il remet la gauche sur le fil de son histoire, et si nous ne l'avons pas emporté dans tous les seconds tours où nous étions présents, c'est aussi parce que les macronistes, pardon de le dire, mais à de trop nombreuses reprises, entre la NUP, la gauche et l'extrême droite, soit ils n'ont pas fait de choix
soit parfois ils ont dit qu'il ne fallait pas voter pour la gauche. Et ils portent une responsabilité majeure dans la présence de 89 députés du Rassemblement national. Je ne m'étends pas là-dessus, mais juste pour vous faire un peu d'historique de pourquoi la NUP a été rendue possible. Parce qu'il y a eu l'élection présidentielle, parce qu'il y avait eu l'ambition d'un programme commun, et c'est aujourd'hui ce qui fera sa force dans la durée. Sa force dans la durée parce qu'aujourd'hui, il s'agit de prolonger la NUP, il s'agit de la traduire dans les faits. Donc, c'est porter des projets de loi ensemble à l'Assemblée nationale, comme nous l'avons fait, porter un contre-projet sur les retraites, comme nous allons le faire dans les prochaines semaines, alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer sa réforme de la retraite à 65 ans, ou va l'annoncer dans les prochains jours. C'est annoncer ensemble des mobilisations en commun au mois de janvier contre la réforme des retraites, comme nous l'avons fait contre la vie chère le 16 octobre dernier, où nous avons eu des centaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Paris, ensemble, sous le même mot d'ordre, contre la vie chère et réunissant toutes les organisations de la NUP. Et je vous le dis, la NUP, ce n'est pas juste un objet électoral. Pour nous, c'est un objet de transformation du pays. Et plus que jamais, à l'heure où Emmanuel Macron fait planer une menace de dissolution en France, alors nous disons très clairement que non seulement nous n'avons pas peur, mais surtout qu'on croit ou non à la possibilité de dissolution, parce que moi, perso, franchement, je pense que c'est juste un truc qui est agité par Macron. Mais je le dis très clairement, on n'a pas renoncé à la conquête du pouvoir. Et que si nous existons, c'est bien dans l'objectif, à un moment ou à un autre, d'exercer le pouvoir et de pouvoir changer la vie de millions de gens. Maintenant, c'est quoi la suite? Pour moi, dans les prochaines étapes, il y a l'éventualité d'une dissolution, je vous l'ai dit, moi j'y crois pas dans un futur immédiat. Il y a évidemment les mobilisations concrètes et notre capacité à être utile, notamment dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis il va très vite se profiler les élections européennes en 2024, en Belgique aussi, qui seront a priori, s'il n'y a pas de dissolution, la première élection après ces élections législatives. Et j'ai envie d'en profiter ici de faire un plaidoyer de pourquoi la NUP, ça aurait aussi du sens pour les élections européennes, et au moins dans le contexte français. L'enjeu, il est quoi? Le premier objectif, très clairement, de construire une liste commune NUP aux élections européennes de 2024, on ne va pas se leurrer, c'est gagner. On a gagné les élections législatives du mois de juin dernier. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'emporte pas lors des élections européennes de 2024. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de liste NUP commune? Eh bien, vous aurez les libéraux et les fachos, désolé de le dire, parce que je pense qu'il faut appeler un chat à chat, les libéraux et les fachos qui vont faire la course en tête. Et ça va être quoi la teneur du débat politique? Combien de réfugiés il faut renvoyer et laisser crever en mer du Méditerranée? Moi, c'est 2000. Ah non, moi, c'est 3000. Moi, c'est 4000. Vous la voyez, cette campagne, et le ton de cette campagne. À l'inverse, s'il y a une liste NUP, non seulement nous avons la capacité de l'emporter, mais cette liste NUP va aussi construire le paysage politique des mois et des années qui vont entourer cette campagne électorale des élections européennes de 2024. Ça va être structurer le débat, bien évidemment, mettre les questions sociales et écologiques davantage au cœur du projet à l'heure où nous voyons les limites du modèle des énergies fossiles, à l'heure où l'inflation est en train de toucher en particulier les plus pauvres tout au travers de l'Union européenne. Et ces sujets ont besoin d'être présents dans le débat politique. Mais au-delà, si nous gagnons les élections européennes, alors évidemment que ça aura une incidence sur l'exercice du pouvoir en France. Si ce sont les fachos qui gagnent ce scrutin, vous pouvez être sûr qu'on aura une nouvelle loi immigration comme Emmanuel Macron, la droite et la gauche confondues, ont fait chaque année depuis des années en France. Donc le premier objectif, c'est de gagner. Et gagner, nous pouvons. Parce que sur des élections proportionnelles, nous pouvons l'emporter. Et nous pouvons aussi, derrière, évidemment, avoir un maximum d'élus. En France, la gauche actuellement a 25 élus. C'est pas rien. 25 députés européens sur les 79 post-Brexit que compte la France. Alors oui, désolé, je sais que c'est un peu plus que nos amis belges, mais on est un peu plus nombreux aussi en France, donc c'est normal qu'il y ait plus d'élus. Et aujourd'hui, on fait déjà jeu égal avec la droite et l'extrême droite. Donc vous l'avez compris, l'enjeu c'est de gagner, d'avoir plus d'élus et de peser aussi sur les discussions au niveau européen et les majorités qui se font, puisque le Parlement européen a à la fois cette beauté et cette difficulté de ne pas avoir de majorité avec un seul parti, ce qui est très peu commun et très difficile à comprendre pour nous autres Français, où nous avons un peu l'habitude d'une monarchie présidentielle où il y a un groupe qui règne sur l'Assemblée nationale.
Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est évidemment programmatique. Programmatiquement parlant, c'est une évidence qu'il y a des bases communes qui ont été posées dans le cadre des négociations de la NUP. Il y a un chapitre qui porte sur les questions européennes. Ce chapitre qui porte sur les questions européennes, il est ambitieux parce qu'il ne dit pas seulement qu'est-ce que nous voulons faire de la politique agricole commune, nous voulons la rendre plus verte et plus écolo plutôt que soutenir l'agro-industrie. Nous ne disons pas seulement que nous ne voulons pas des accords de libre-échange et qu'on veut du protectionnisme. Tiens, même la Commission européenne finit par nous donner raison, il aura fallu que les États-Unis prennent cette direction. Nous ne disons pas seulement que nous voulons en finir avec les règles d'austérité et que nous voulons à la place des critères écologiques, etc., etc. Ce que dit notre programme sur les questions européennes, il va même au-delà, il parle de l'exercice du pouvoir, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur comment on fait quand on veut investir massivement dans la transition écologique, mais qu'on a la règle des 3% de déficit qui nous empêche de le faire, cette règle européenne, eh bien, nous disons très clairement que cette règle, qui d'ailleurs n'a pas été très appliquée ces dernières années, eh bien, nous ne la respecterons pas. Ces questions-là, sur lesquelles on a mis un mot, qui est la question de la désobéissance européenne, en réalité n'est même pas posée par les élections au Parlement européen, parce qu'au Parlement européen, nous votons pour, contre ou abstention sur des directives européennes. Nous ne votons pas sur le fédéralisme, nous ne votons pas sur la désobéissance. Ça c'est davantage dans l'exercice du pouvoir que dans l'exercice du pouvoir au niveau national. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 13 jours et 13 nuits, on a réussi à se mettre d'accord sur le plus dur, sur la manière dont on exerce le pouvoir dans le cadre européen si on avait remporté les élections législatives. Alors, en 1 an et quelques mois, évidemment qu'on peut se mettre d'accord sur les derniers détails programmatiques pour une liste commune aux élections européennes qui ne nous empêcherait pas, par ailleurs, ensuite de siéger dans des groupes différents, comme le font nos camarades à l'Assemblée nationale, les communistes, les socialistes, les écolos, les insoumis siègent dans 4 groupes différents, 4 groupes qui sont forts de leur programme commun, mais aussi forts de leur diversité, parce que c'est 4 groupes qui peuvent mener la bataille. Eh bien, c'est la même chose ici au Parlement européen, la seule nuance que les communistes siègent dans le groupe que je préside, qui est le groupe de la gauche européenne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la gauche en Europe? Je crois que depuis que la NUP a vu le jour, évidemment, elle a résonné en Europe. Il me semble difficile de transposer exactement la situation française à chacun des pays européens, ne serait-ce parce que justement la social-démocratie, on n'en est pas au même point. Nous, on a achevé, je pense, le stade de décomposition, on est dans le stade de recomposition. Ce n'est pas le cas dans l'ensemble des pays européens. Par contre, on voit une tendance très nette, très claire dans l'ensemble des pays européens. C'est l'extrême droite qui continue de progresser, en Italie, en Suède, pour prendre que les dernières élections. La droite qui dérive de plus en plus vers l'extrême droite. Prenez la droite, par exemple, grecque, qui a fait dégringoler au dernier rang de la liberté de la presse la Grèce dans l'Union européenne, qui n'a plus de frontières. Pour moi, la droite grecque, elle utilise des méthodes de voyous, des méthodes de surveillance collective. C'est une droite qui est aujourd'hui d'extrême droite, qui n'a de droite plus que le nom. Et les frontières tombent une à une. Dans le débat en France, on voit bien qu'aujourd'hui, y compris dans le congrès des Républicains, on voit bien qu'ils sont prêts à faire tomber ces dernières frontières entre la droite et l'extrême droite. Donc, on a une extrême droite qui monte partout en Europe. On a une décomposition de la gauche dans pas mal de pays européens. Eh bien, l'enjeu pour notre gauche, et là où la NUP peut essaimer aussi en Europe, c'est dire c'est quoi le projet européen de la gauche au XXIe siècle? Eh bien, moi, je pense que nous ne devons pas renoncer à un projet d'émancipation collective qui dépasse les frontières nationales. Nous, à gauche, nous avons été les premiers internationalistes, mais que nous ne sommes pas condamnés au projet européen libéral dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. C'est quoi la particularité de ces dernières années? C'est que même l'Union européenne et la Commission européenne ont fini par se rendre compte que leur vieille recette libérale ne fonctionnait pas. Regardez, prenez juste les dernières années. Pacte de stabilité et de croissance qui encadre les règles budgétaires européennes, donc les fameux 3% de déficit, suspendus. Règles sur les aides d'État qui encadrent la possibilité notamment d'aider des entreprises ou de nationaliser des entreprises comme dans le secteur d'électricité, volées en éclats. Le soutien aux énergies fossiles, bah tiens, il commence à se poser des questions. On parle même de protectionnisme. Nos mots sont en train d'être empruntés. C'est des victoires culturelles qu'il faut traduire en victoires politiques. Et je crois que c'est ça l'enjeu dans un contexte qui est mouvant. Dans l'Union européenne, il faut que la gauche n'ait pas peur de son ombre, mais qu'elle assume une rupture avec les principes sur lesquels a été construite cette Union européenne, qui n'est pas la mienne,
Moi, je suis née après la chute du mur de Berlin, cette espèce d'attachement théorique à l'Union européenne parce que c'est formidable l'Union européenne où c'est la paix, ça n'a pas de sens. Par contre, je pense qu'on est plus efficace à lutter contre l'évasion fiscale ou contre le changement climatique qu'à 27. Et donc, à nous, la gauche, de nous emparer, réemparer des outils de la bataille idéologique. Et je crois qu'on doit aussi le faire à l'échelon européen, y compris pour rappeler à certains égards et à certaines reprises les sociaux-démocrates à leur boussole de gauche, et c'est le rôle qu'on doit jouer. En France, on l'a entamé avec la NUP. J'espère que ça pourra inspirer et essaimer dans le reste de l'Union européenne. Et j'ai déjà été très long en introduction. Merci beaucoup, Manon. Passer la parole à Édouard Delruel, mais juste dire un mot qui est le suivant. C'est que tu disais, la force de la NUP a été le programme de gouvernement, c'est-à-dire l'idée qu'on peut exercer le pouvoir et exercer le pouvoir différemment, qu'on peut exercer le pouvoir à gauche et donc faire un certain nombre de choses et que cela a été la force de la NUP. En Belgique, la gauche est au pouvoir. Au gouvernement actuel, la gauche socialiste, écologiste est au pouvoir. Pourtant, personne, y compris, je pense, au sein du Parti socialiste et des écologistes, ne pense que c'est la gauche qui est au pouvoir. Et donc, la question qui se pose ici, c'est que cet espoir, parce que c'est cela qui porte finalement la gauche, comment construire cet espoir? Comment est-il possible qu'en Belgique, la gauche soit au pouvoir, alors même qu'en Wallonie et à Bruxelles, en tout cas, elle a une majorité électorale, elle arrive en tête, très largement d'ailleurs. Édouard. Ouais. À mon tour d'exprimer ma satisfaction d'être ici et de dialoguer avec Manon Aubry. Voilà. Alors, simplement, on m'a présenté aussi comme président de Solidaris. Je ne suis pas ici à ce titre, mais il n'y a aucun problème. J'assume tout à fait. Et Solidaris, je suis sûr que je ne vais pas dire des choses contraires à ce que nous pensons. Enfin, je préfère être ici voilà, comme intellectuel et comme philosophe. Je pense être d'accord avec tout ce qui a été dit. Matteo m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais à mon tour redéfinir ce que c'était que la social-démocratie, mais je vais peut-être quand même le faire. Et effectivement aussi parler des spécificités belges. Ben oui, la première chose, et je vais d'abord dire ça, puis après je vais dire les 3 points d'accord à mon avis que nous pouvons avoir. C'est évidemment que les systèmes politiques français et belges sont tellement différents que c'est difficile d'avoir une analyse politique parallèle. Hein. La France a évidemment cette monarchie élective qu'est la présidentielle. Nous n'avons pas de présidentielle. Or, c'est ça quand même qui a lancé, à travers la candidature de Mélenchon, qui a lancé le mouvement tout de même. Hein. Nous n'avons pas d'outils comparables en Belgique. Matteo parlait d'espoir. Deuxièmement, la France a un scrutin majoritaire. Moi, je suis archi partisan du scrutin proportionnel, mais il faut dire aussi que le scrutin majoritaire amplifie les résultats. Alors, ça n'a pas été tout à fait probant pour la NUP au deuxième tour. Mais enfin, voilà, il y a aussi ce système-là. Et nous avons, nous, un système strictement proportionnel, je pense beaucoup plus démocratique, mais qui évidemment dilue complètement. Deuxième raison pour laquelle il est difficile de susciter l'espoir à partir de résultats dans un scrutin proportionnel. Et la troisième différence, c'est que la France a un gouvernement, c'est-à-dire que si, mais oui, mais c'est très important, c'est très important parce que un gouvernement, ça veut dire si je vote pour un parti qui a la possibilité ou une coalition qui a la possibilité de l'emporter, d'avoir une majorité parlementaire, eh bien, il est possible de changer les choses. Hein. Et donc, ça aussi contribue à pouvoir donner l'espoir, comme ça contribue aussi au désespoir. Évidemment, après un quinquennat absolument catastrophique, c'est le moins qu'on puisse dire de François Hollande, incompréhensible. Je ne parviens toujours pas à comprendre à quel point on peut échouer. Enfin, il y a quelque chose de psychanalytique enfin, dans cet échec.
mais qui est collectif, évidemment, parce que François Hollande était pas tout seul. Alors, un gouvernement, alors en Belgique, on n'a pas un gouvernement, on a le gouvernement fédéral et deux régions qui sont en fait deux pays différents, avec des réalités politiques complètement différentes. Pardon, Brice, c'est très certainement ce qu'il en est du paysage politique en Flandre par rapport à forcément, parce qu'au Parlement européen, ils y sont aussi. Sauf qu'il y a quand même une petite maison commune avec un gouvernement fédéral qu'il faut quand même aussi faire fonctionner avec des réalités. Bon, alors tout ça évidemment fait qu'on assiste à ce paradoxe. Ce paradoxe, c'est que le Parti socialiste en Wallonie fait l'équivalent de la NUP, 26%, aux dernières élections, exactement le même score que vous rassemblez. Et c'est un mauvais résultat que le Parti socialiste francophone a eu, puisqu'il y a 10 ans, ils étaient à 36%. C'est le plus mauvais score. Il reste premier parti, mais c'est le plus mauvais score depuis, je pense, depuis la guerre. Et on a les écolos et la gauche radicale, le PTB, qui sont tous les deux autour de 15%, si bien qu'à Bruxelles et en Wallonie, il y a une large majorité. Une large majorité. Il y a une large majorité, et c'est ça, évidemment, qui doit nous interroger, alors qu'aucun des trois états-majors n'a songé une seconde à faire un gouvernement du nom de la gauche. Je pèse mes mots en disant ça. Je pense qu'aucun des états-majors n'a pensé une seconde, n'a voulu une seconde faire l'équivalent de ce que vous avez fait. C'est ça qui doit, en Belgique, nous intéresser. Et je dis ça très à l'aise parce que j'avais publié une tribune, une carte blanche, comme nous disons en Belgique, en 2017, juste après le changement de coalition au niveau du gouvernement wallon, quand les chrétiens ont lâché le Parti socialiste pour faire alliance avec la droite. Et j'avais dit, voilà, on est à 2 ans de l'élection, il faut que le Parti socialiste prenne acte de ce qui est arrivé et qu'il privilégie la voie de la portugaise, c'est-à-dire de l'alliance avec les écologistes et la gauche radicale. Donc, moi, je suis un très grand partisan de cela et d'une véritable union de la gauche. Et à nouveau, je n'arrête pas de dire, mais comment se fait-il que, alors que mathématiquement, on pourrait avoir des gouvernements de gauche, parce que Mathéo, tu dis des gouvernements de gauche à Wallonie et à Bruxelles, c'est pas vrai, puisqu'il y a un parti de droite et qui est de plus en plus à droite. Hélas, qui est participer, je pense qu'ils étaient les seuls. Voilà. Oui, mais enfin, évidemment, d'une certaine façon, ça change tout. Ça change tout. Alors, et l'article que j'avais fait avait été, je vais dire ça comme ça, diversement apprécié au sein du Parti socialiste. Voilà. Alors, donc, oui pour une union de la gauche, bien sûr, et il faut travailler dans chaque environnement, et la France n'est pas la Belgique, à cela. La deuxième chose, c'est sur la social-démocratie, on est bien d'accord, moi je suis social-démocrate, mais social-démocrate au sens originel du terme. Je crois que la plupart d'entre vous, vous savez exactement ce qu'il en est, c'est 1875, Gotha, la création du parti social-démocrate allemand, et le modèle, c'est d'avoir un parti qui est représenté au Parlement, un syndicat qui négocie sur le front social et des organisations de la société civile, comme on dit aujourd'hui, des mutuelles, des mouvements de jeunesse, etc., qui ratissent et qui réseautent la société civile. Et c'est les trois ensemble qui forment la social-démocratie. Et dans la social-démocratie, il y a donc une dialectique entre effectivement une logique de compromis, c'est-à-dire d'exercice du pouvoir, éventuellement d'aller au pouvoir avec d'autres, surtout dans un système proportionnel, c'est le cas de l'Allemagne déjà à l'époque comme de la Belgique aujourd'hui, éventuellement de faire des alliances avec des partis plus à droite, lorsque il y a un terrain possible ou bien qu'il n'y a pas d'autres solutions. Mais la social-démocratie, c'est aussi, quand la dialectique est une bonne dialectique, et je ne dis pas que c'est le cas actuellement, c'est que les deux autres partenaires que le parti, c'est-à-dire le syndicat, la mutualité principalement en Belgique, mais il y a d'autres acteurs aussi, étant partie prenante, peuvent aussi aiguiller le parti et peuvent aussi le rappeler à sa gauche en quelque sorte et à ses exigences de gauche. Parce que sinon, tout parti politique a tendance, surtout s'il a l'occasion, à aller au pouvoir, à rester au pouvoir coûte que coûte, etc., etc. Bon.
Et j'estime que le rôle de la mutualité comme du syndicat, c'est de jouer ce rôle d'aiguillon. Je pense que le Parti socialiste devrait être plus radical, devrait avoir des lignes rouges plus fortes. Mais si le Parti socialiste francophone n'a pas dérivé dans le sens d'un total social-libéralisme style troisième voie, etc., je pense que c'est parce que les partenaires étaient là pour un peu veiller au grain. Donc, vous voyez, je suis tout à fait lucide sur le Parti socialiste, et aussi parce que la base est liée aux syndicats et à la mutuelle, eh bien, ne voudrait pas que le parti aille trop loin dans une dérive à droite. Et c'est, je pense, ça qui fait que le Parti socialiste chez nous fait encore la même chose en termes de poids électoral que la NUP. Donc, moi, je pense que la social-démocratie, alors, on peut entrer dans le débat de Ruffin-Corbière qui était très intéressant. Moi, je ne crois pas que la social-démocratie soit liée forcément à une croissance économique. Évidemment, ça facilite les choses, une croissance économique. S'il y a 6% de croissance, on donne 3% aux actionnaires, 3% aux salariés, sous forme de salaire direct ou indirect. Et effectivement, c'est plus facile de le faire comme ça. Mais fondamentalement, je ne crois pas que le modèle social-démocrate a besoin du compromis social, d'une croissance forte, pardon, pour rendre possible le compromis social. Et de toute façon, que ce soit la République sociale de Jaurès ou la social-démocratie de Van der Velde, les résultats, quand il y a eu des conquêtes, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est la sécurité sociale, c'est les services publics, c'est le droit du travail. Et à mon avis, ça doit rester comment dire, donc la colonne vertébrale. La troisième chose que je voudrais dire, et puis on a la discussion, deux petites choses. Mais un, je pense que que ce soit en France, en Belgique, partout, si une union de la gauche peut marcher, elle ne sera pas faite fondamentalement par en haut, par la tête. Il faudra aussi que ça se fasse par là, mais la Belgique montre bien qu'on n'a rien à attendre de la tête. Elle se fera aussi, et je pense d'abord, par en bas. Et c'est là où l'avantage de la social-démocratie, eh bien, c'est qu'il y a tout un réseau d'associations, de la société civile, il y a des syndicats, il y a, etc., qui peuvent alimenter par en bas. Et je pense que c'est par en bas et sur des combats tout à fait concrets autour des migrants, autour de la sécurité sociale, etc., que se fera un terreau qui fait qu'à un moment donné, les appareils devront en tenir compte ou auront envie d'en tenir compte. Je pense qu'en Belgique, autant en France, c'est parti d'en haut, hein, la présidentielle, et puis vous êtes mis ensemble pour faire un programme. Et pourtant, et donc je pense qu'en Belgique, ça ne viendra que d'en bas, et pourtant, ce qu'il y a de plus intéressant dans la NUP et dans Mélenchon, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation populaire, une vraie mobilisation dans les quartiers. J'ai signé aussi une tribune avec Rachid Benzine, mon ami Rachid Benzine, dans l'entre-deux tours des élections, avant que la NUPES ne voit le jour, en disant contre l'extrême droite, il faut un front populaire et non pas un front républicain. En gros, c'était le titre. Et c'est Rachid qui avait attiré mon attention, enfin je le voyais quand même un petit peu, mais qui a attiré mon attention. Il m'a dit, tu n'imagines pas ce qui se passe ici à Trappes. Mélenchon a fait 70%, quelque chose comme ça. Et donc, quand vous faites 70% des voix, ou bien vous truquez les élections, où il se passe quelque chose. Hein, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire il y a une vraie mobilisation du tissu associatif. Et il m'a dit, c'est pas simplement... Et peut-être peut-être pas décevoir, mais je ne pense pas que ces jeunes de Trappes ont voté parce qu'ils adoraient Mélenchon. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu dans Mélenchon l'occasion de rassembler leur tissu associatif, leur tissu militant et d'imposer en quelque sorte leur vision. Et donc ça, je pense qu'on doit partir d'en bas et se demander comment associer les organisations non partidaires, en quelque sorte, c'est-à-dire les associations de défense de droits, d'éducation permanente, de lutte, des think tanks comme l'Institut Liebman et autres. Et la dernière petite chose, c'est, je pense,
allez, le danger, c'est effectivement l'extrême droite. Enfin, c'est plus qu'un danger, parce qu'elle est là maintenant au pouvoir. Hein. C'est même plus la montée de l'extrême droite. Non, elle est au pouvoir. Deuxièmement, les lignes entre la droite et l'extrême droite, les frontières n'existent plus. Hein, de moins en moins, et c'est vrai de notre cher Georges-Louis Boucher, comme c'est vrai d'autres leaders de la droite en France et partout en Europe. Et moi, je pense que ce serait très intéressant de réanimer l'esprit de l'antifascisme de l'entre-deux-guerres. Parce que l'antifascisme de l'entre-deux-guerres, qui a été à la base des fronts populaires, notamment en France et en Espagne et ailleurs, l'esprit de l'antifascisme, c'est évidemment de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi de dire nous devons inventer un monde qui ne le permet pas. Et un monde qui permet l'extrême droite, c'est un monde d'inégalité, c'est un monde où le libéralisme précisément fait alliance avec les fascismes. Hein. Les fascismes sont arrivés avec dérouler le tapis rouge, que ce soit Mussolini ou Hitler, de la droite libérale et conservatrice. Et donc, réanimer l'esprit de l'antifascisme comme ayant été un lieu pas seulement de résistance au fascisme, mais aussi un lieu d'invention. La sécurité sociale a été pensée dans l'antifascisme de l'entre-deux-guerres, etc., etc. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. Donc, voilà, peut-être dans l'espoir, il y a aussi de partir de la résistance à l'extrême droite, mais pour inventer autre chose, hein, et pour proposer autre chose. Après, bon, j'ai encore des tas de choses à dire sur la Sécu, sur les salaires. Je pense que, je dis encore ça simplement pour le lancer, là où je reste fondamentalement socialiste, mais je pense qu'on va être d'accord, c'est que je suis persuadé que la base commune pour des alliances de gauche, c'est la défense des travailleurs, c'est-à-dire du travail. Hein, du travail. Et donc, pour moi, ça a des conséquences tout à fait concrètes en termes de revendications autour de la sécurité sociale, autour des salaires et de la réduction du temps de travail, et en matière de fiscalité. Pour moi, il ne faut pas toucher au salaire, j'ai envie de dire, on va peut-être être pas d'accord, même au salaire. On laisse les footballeurs et les salaires de super patrons de côté, hein, mais je pense qu'il faut une alliance des salariés contre le monde du capital, et peut-être même oser s'attaquer au patrimoine, c'est-à-dire aussi au patrimoine un peu moyen. Hein. Donc, d'avoir cette boussole idéologique, je pense que, personnellement, c'est ça qu'on doit faire. Ça veut dire, par exemple, défendre l'index. Eh bien oui, c'est vrai que quand on défend l'index, il est plus favorable pour les hauts salaires que pour les bas salaires, ça c'est certain, mais c'est tous les salaires qui sont en quelque sorte solidaires. Hein. Et c'est pareil pour la Sécu. La Sécu, c'est au départ, elle est financée au départ par les revenus du travail, c'est-à-dire par les cotisations sociales, etc. etc. Je ne vais pas décliner cette ligne, mais je pense qu'elle est importante. Voilà, moi, les choses auxquelles je voulais réagir, mais c'était plus pour lancer le débat. Que, comme vous voyez, enfin, je pense pas qu'on ait de désaccords, en tout cas pas fondamentaux, mais c'était plus pour lancer le débat. Merci, Edouard. Donc, avant de lancer le débat, je voudrais vous dire d'abord, vous avez l'opportunité, si vous voulez, de vous répondre en quelques mots et d'ajouter l'une ou l'autre chose. Mais je voudrais poser une question, parce que cette question nous est posée par Facebook, et je vais la poser par Albert Escovitch, que je ne connais pas. Et je vais la poser dans ces termes à lui, parce que c'est un sujet délicat et je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir déformé sa question. Il s'adresse à Manon Aubry. Pourquoi, dit-il, elle s'est abstenue au Parlement européen sur la résolution condamnant les méthodes terroristes de la Russie en Ukraine. Ces actes terroristes sont largement prouvés, notamment à Boutcha, Irpin, Mariupol. Manon Aubry et ses collègues LFI ont voté comme les députés de droite français Brice Hortefeux et Nadine Morano. Voilà donc la question telle qu'elle est posée. Je demanderai d'abord à Manon Aubry de répondre et à Edouard s'il a quelque chose à ajouter sur la question de l'Ukraine, puisque c'est d'ailleurs un point conflictuel au sein de la NUP. Non.
Non, ce n'est pas un point conflictuel au sein de la NUP. Je vais remettre un peu de contexte dans cette question qui est posée. D'abord, de quoi s'agit-il? Au Parlement européen, jusqu'à la session plénière précédente, nous avons voté 24 textes sur la guerre en Ukraine depuis que la guerre a été déclenchée. 24. 24 dans lesquels nous condamnons évidemment l'agression infâme de la Russie. Textes dans lesquels nous apportons notre soutien au peuple ukrainien. Textes dans lesquels nous apportons un soutien financier et logistique à l'Ukraine. Textes dans lesquels nous sanctionnons, nous appelons à des sanctions à l'égard de la Russie. 8 paquets de sanctions il y a eu depuis le début de cette guerre. Ces textes-là, ces 24 textes, la France insoumise les a tous votés. Alors, j'en profite ici pour passer un peu un coup de gueule parce qu'il y a ce lieu commun. Vous savez, à la France insoumise, vous seriez par clair, vous seriez ambigu, pardon. 24 textes. Et nous les avons tous votés. Et bizarrement, personne n'est venu vérifier ou regarder notre vote de près. Mais oui, on a regardé ce vote-là de près. Alors, je vais vous répondre, parce que moi, je l'assume complètement, mon abstention sur ce vote. De quoi s'agissait-il? Il ne s'agissait pas de voter un soutien à l'Ukraine. Je vous l'ai dit, ça fait 24 textes qu'on le dit, avec, vous aurez remarqué, au passage, assez peu d'effets. Ce qui aussi met en nuance le poids des résolutions du Parlement européen. Ça fait 24 textes qu'on dit qu'il faut aller plus loin dans les sanctions. Ça fait 24 textes qu'on dit que les crimes commis par Vladimir Poutine sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et qui doivent être punis en droit international. Et c'est justement tout l'objet. Alors, pardon à votre auditeur, mais il faut être précis. Ce que dit cette résolution, elle ne parle pas non seulement des méthodes terroristes. Il se trouve qu'il y a eu un vote séparé sur cette partie-là que nous avons voté et pour lesquelles nous avons voté pour. Ce que dit cette résolution, elle le dit dès son titre, c'est que la Russie est un État terroriste. Dire que la Russie est un État terroriste, pourquoi c'est contre-productif dans l'objectif qui doit nous animer, qui est de retrouver le chemin de la paix? C'est d'abord contre-productif d'un point de vue juridique. J'ai fait du droit international. En droit international et en droit international des droits de l'homme, cette notion n'existe pas. Cette notion, elle a été inventée par les États-Unis pour mener sa guerre en Afghanistan. On sait tous sur quel prétexte et en Irak, et on sait tous sur quelle base elle l'a faite et pourquoi elle l'a faite. Non, cette notion, juridiquement, n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas souvent que j'ai des accords, et donc que je sois d'accord avec Emmanuel Macron. Je vous me défie. Trouvez une citation, une déclaration, n'importe quoi d'Emmanuel Macron qui parle de la Russie comme État terroriste. Aucun, rien, nada, nothing. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, et c'est de nouveau, on ne peut pas dire que je sois sa fervente défenseur, il agit en acteur responsable de la diplomatie internationale. Qui sait que juridiquement, pour condamner Vladimir Poutine, il faut qualifier ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qu'il faut un tribunal international, et ça, nous n'avons eu de cesse de le soutenir. Première chose. Deuxième chose, politiquement, c'est quoi la voie de la sortie de la guerre en Ukraine? La voie de la sortie de la guerre en Ukraine, c'est des négociations. Évidemment qu'en attendant, il faut soutenir l'Ukraine. Nous avons voté tous les soutiens financiers, logistiques, y compris parfois militaires, à l'Ukraine. Mais l'enjeu, à la fin, c'est mettre la pression sur Poutine, le faire reculer, et in fine, d'avoir des négociations pour acter un accord. Il n'y aura pas de sortie durable de la guerre en Ukraine sans des négociations et la paix qui peut être obtenue uniquement parce qu'on a ramené Vladimir Poutine à la table. Pour ramener Vladimir Poutine à la table, il faut lui faire pression, d'où l'utilité des sanctions qu'on a soutenues. Et donc, la notion d'État terroriste, elle est contre-productive juridiquement, elle est contre-productive politiquement. Et vous savez quoi? Toute la gauche est d'accord pour dire ça. Toute la gauche est d'accord pour dire ça. Le groupe des Verts, c'est même pas mon groupe, le groupe des Verts a demandé un vote séparé sur cette phrase spécifiquement. La Russie est un État terroriste. Ce vote séparé, donc c'est un amendement qui supprime cette partie du texte, cette phrase du texte. Il n'est pas passé à peu de choses près, à peu de voix près, une quarantaine, cinquantaine, je crois. C'est pas énorme à l'échelon de 700 députés au Parlement européen. Et cet amendement, il a été voté par les socialistes, par les Verts, et par mon groupe. Donc, sur le fond, politiquement, on est d'accord pour dire que qualifier la Russie d'État terroriste, c'est contre-productif. Comme on a perdu cet amendement et perdu le fait de supprimer ce passage, on en a tiré la conclusion naturelle en tant que groupe de ne pas soutenir cette résolution, qui est son message principal. Quand on a fait 24 résolutions ou 24 textes de soutien à l'Ukraine,
vous comprenez bien que le sujet n'est plus le soutien à l'Ukraine qui est évident au bout de 24 textes, mais c'est précisément la notion d'État terroriste. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour vous les Belges, il y a une autre personne qui a fait la même chose que nous, c'est le président du groupe des Verts au Parlement européen, Philippe Lamberts, qui est belge, qui a fait exactement la même chose que nous, qui a voté pour cet amendement des Verts qui supprime la partie État terroriste, qui n'est pas passé de peu, et qui en a tiré la conclusion de s'abstenir sur le texte final. Et je vous le dis parce que dans l'immédiat, par certains hommes et femmes qui se disent de gauche, il y a eu une instrumentalisation de cette question. Et je vous le dis, cette instrumentalisation, c'est au minima de la mauvaise foi, au pire de la malhonnêteté. Et c'est d'autant plus malhonnête et grave d'instrumentaliser cette question aussi importante que la guerre menée par Vladimir Poutine et la Russie en Ukraine, que d'instrumentaliser cette question à des fins politiciennes. Ne faites pas croire qu'il y a des divisions là où en réalité il n'y en a pas, et il y a un acte responsable de notre part d'agir dans un cadre diplomatique et un cadre de droit international qui nous est donné. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de répéter ces arguments à chaque fois que cette mauvaise foi sera mise en avant. Je ne sais pas si tu veux réagir. Je propose de donner la parole à la salle. Qui est-ce qui demande la parole? Bonsoir et merci pour vos interventions. Alors ma question, elle va porter plutôt sur les stratégies d'alliance de la gauche et ce qu'on peut en attendre. Je vais revenir d'abord sur les présidentielles qu'il y a eu là en 2022. Pourquoi l'alliance a été possible pour les législatives? Aussi parce que le PS et Écolo les deux étaient à la rue et donc vous étiez en position de force dans les négociations. Ce qui a fait, à mon avis, qu'ils ont été si ouverts et que du jour au lendemain, le PS s'est retrouvé à discuter des lois travail en disant qu'ils allaient peut-être faire marche arrière. C'est à mon avis moins, enfin c'est mon point de vue en tout cas, mais c'est sans doute moins du fait qu'ils avaient admis une erreur que simplement de la stratégie de se dire que s'ils ne faisaient pas ça, ils étaient foutus pour le reste. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors là, on va faire un peu de la prospective, mais pour la prochaine présidentielle, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre alliance de la gauche, sachant aussi qu'il y a parfois des querelles de chapelle et qu'il y en a beaucoup. Enfin, faut pas oublier que Jadot a vraiment cru qu'il allait pouvoir être élu, quoi. Donc, à partir de là, n'importe qui pourrait se dire, je pourrais peut-être passer devant la personne qui devrait émerger normalement. Et la question se pose encore plus du fait que Mélenchon sera sans doute plus là pour la prochaine élection. C'est en tout cas ce qu'il a dit dans un premier temps. Donc, il y a aussi la question de qui va reprendre le flambeau du côté de LFI. Et est-ce que ça risque pas de créer des tensions vis-à-vis des autres partenaires de la coalition? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Y a-t-il une autre question? Alors j'en prendrai deux. Arnaud. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je vais vous demander à Manon Bry, pour un peu prolonger la réflexion au-delà de la rencontre, si elle avait sur la NUPES et aussi sur la dynamique de la LFI des références bibliographiques à nous suggérer, parce que je crois que c'est pas un truc dont on peut faire le tour en 2 heures. Deux, est-ce que c'est vraiment la NUPES la question de fond? Est-ce que c'est la NUPES qui a gagné? Il me semble quand même assez clair que c'est la France Insoumise qui a gagné l'élection. C'est la France Insoumise, c'est son programme qui a reçu un soutien populaire. La NUPES, comme on l'a dit là tout de suite, le Parti socialiste était à 1,7%. Même qu'à des questions financières, il avait intérêt à être quand même relativement accommodant. Alors moi, j'ai quand même un doute qu'après 13 ans de trahison, comme on dit, qui a trahi, trahira. Après 13 ans de trahison, on change en 13 jours. Ça, voilà, je crois qu'il y a quand même des gens qui ont vécu dans leur chair d'autres choses et qui ne peuvent pas croire à ce genre de choses. Qu'est-ce que représente encore aujourd'hui comme force sociale réelle en France le Parti socialiste? Voilà, ça mériterait quand même une discussion pour dire la NUPES est le logo derrière lequel on doit se ranger. Moi, j'ai quand même l'impression que l'enjeu, c'est la question de la France insoumise. Et par rapport à ça, est-ce que la question, c'est pas, et quand même sur le fond, derrière la NUPES, il y a quand même, est-ce en mettant en avant la NUPES, est-ce qu'on obnubile pas un peu ce qui a fait le succès et la ligne de fond de la campagne de la France insoumise, qui est la question de la rupture?
la question de la rupture avec l'ordre libéral. Et voilà, on voit bien sur les questions même européennes, la question de l'OTAN, entre ceux qui veulent absolument maintenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN et ceux qui veulent en sortir, entre ceux qui veulent absolument une Europe plus fédérale et avec une Europe de la défense intégrée et ceux qui ont compris que dans le champ de barbelé de l'Union européenne, il n'y a absolument aucune possibilité de développer des politiques socialistes, social-démocrates, progressistes. Ben voilà, est-ce que vraiment vouloir faire étiquette commune là-dessus est réellement porteur? Et voilà, dernier petit point, est-ce que la question, c'est pas celle de la structuration de la France insoumise, qui pour le moment, quand même, est très dépendante du système présidentiel français et de la personnalité de son leader. On sait très bien qu'il y a une volonté jusqu'à présent qui était de ne pas s'engager sur le terrain des élections locales et de la structuration en tant que parti, mais qui permettrait de viser à plus long terme. Est-ce que ce n'est pas ça le débat de fond, plus que le débat de la NUPES? Je propose d'en arrêter là. Il y a une autre demande, on reviendra tout à l'heure, et de commencer par ces deux questions. Bon, d'abord, oui, c'est vrai, on ne va pas se cacher. La NUP, elle a été possible parce que l'AFI était en position de force et que les Français ont tranché et que les Français ont choisi cette ligne de rupture. Et c'est que c'est cette ligne de rupture qu'on retrouve dans le programme de la NUP. Et de ce point de vue-là, on n'a pas à s'en cacher. Reste à savoir si l'aggiornamento du Parti socialiste est sincère. Je pense que ça dépend de qui on parle. Pour certains, je pense que c'était l'occasion d'enfin rendre crédible l'aggiornamento qu'ils avaient tenté de faire. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui avait dit lui-même il faut tourner la page de l'ère Hollande et qui avait fait le bilan, mais personne n'y croyait en fait. Et on leur a donné l'occasion de le prouver en pratique. Maintenant, je vois bien aussi les tentations qui vont exister dans les prochains mois et qui existent déjà pour certains de vouloir mettre à nu la NUP. Et certains au sein du Parti socialiste ne s'en privent pas. J'ai envie de dire, à l'inverse, c'est l'occasion pour le Parti socialiste français de clarifier les choses et de se débarrasser de ces gens d'un autre monde. Cazeneuve, le premier, Le Foll, enfin, tout ça qui ont dévoyé la belle idée de socialisme. Moi, pour le coup, pour te répondre, l'idée socialiste est une idée à laquelle j'adhère. C'est historiquement le partage du temps de travail, etc. Mais elle a été complètement dévoyée par ceux qui portent aujourd'hui le nom du Parti socialiste, qui fait que les gens de notre génération, le Parti socialiste, ça veut rien dire. Moi, clairement, dans le socialisme dans lequel j'ai grandi, j'ai du mal à m'y identifier. Et c'est aussi pour ça que des gens comme moi, qui, il y a 50 ans, auraient pu militer au Parti socialiste, militent naturellement aujourd'hui à la France insoumise. Ce qu'il faut attendre pour la prochaine présidentielle, bon, j'ai pas de boule de cristal, personne ne le sait. Et il y a même un mois avant l'élection présidentielle, personne n'aurait imaginé qu'on créerait la NUP, y compris sur cet acronyme que je vous accorde est un peu particulier. Pour l'anecdote, à 5 h du mat, juste avant qu'on publie notre communiqué avec le nom, j'ai eu un éclair de lucidité, j'ai tapé NUP sur Google en me disant mais ça se trouve ça a déjà été un truc qui a été utilisé. Sachez que c'est une région au Nigeria, je crois. Voilà, j'ai pas forcément de référence bibliographique à vous raconter, mais j'ai plein de petites anecdotes comme ça à vous raconter. Et donc, pour revenir plus sérieusement à ce qu'il faut attendre pour la prochaine présidentielle, je sais ce que nous, on a intérêt à défendre. C'est la NUP dans sa radicalité actuelle, comme levier pour 2027. Le problème, en effet, c'est qu'on est prisonnier en France de ce système électoral hyper présidentialiste qui fait qu'on ait une forme de monarchie présidentielle et qu'à la fin, il faut un homme ou une femme qui est candidat, qui le porte avec une certaine forme de charisme qui a été la force de Jean-Luc et qu'on ne peut pas s'abstraire de la question de la représentation. Je pense qu'il est un peu tôt quand même pour se poser la question, qu'on a encore un peu plus de 4 ans. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que si la NUP se décompose d'ici là, alors on hypothèque toute chance d'amener la NUP jusqu'à 2027. Et je pense qu'on a besoin d'amener la NUP jusqu'à 2027, mais dans son niveau de radicalité actuel, ce qui fait le lien avec les questions suivantes.
Donc, je vous ai répondu sur la partie bibliographique. Il y a finalement assez peu de choses. Je pense qu'à terme, il y aura des travaux sociologiques qui seront écrits dessus. Nous, on a volontairement, entre guillemets, les acteurs des négociations, pas voulu tout raconter. Parce qu'on se dit qu'un certain nombre de choses, il vaut mieux qu'il y ait prescription. Et que en réalité, on a aussi eu des vies qui fait que les 13 jours et 13 nuits qu'on a passé à faire ça, il nous restait ensuite 4 semaines pour faire campagne, qu'on s'est lancé dans la campagne, qu'ensuite il y a eu les nouveaux camarades qui ont été élus à l'Assemblée nationale, les 150 députés de la NUP, ce qui est quand même pas rien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le petit bilan. Bref, on n'a pas forcément eu le temps, même si je pense qu'il y aurait matière à écrire tant d'un point de vue sociologique que politique là-dessus. Ce qui ramène à la question du poids, finalement en filigrane, la question que vous posez, c'est le poids, le rôle de l'AFI dans la NUP et donc la propre structuration de la France insoumise, qui n'est pas une question que j'évacue du tout. Donc je le redis, et vous l'avez souligné, on est prisonnier de la Ve République, qui fait qu'à la fin, il faut qu'on ait un homme. Ceci dit, on a toujours été clair sur notre volonté, notre ambition de casser ces codes de la Ve République pour arriver à la VIe République. Et je pense qu'une des forces de la France insoumise, quand même, est d'avoir réussi à faire émerger une pluralité des profils qui n'existe pas ailleurs en politique. Vous allez dans la rue, vous demandez à n'importe qui de vous citer des noms de femmes ou d'hommes politiques de gauche, et sur les 10 premiers, vous en aurez 8 quand ils arrivent en citer 10, qui sera rarement le cas, je vous l'accorde, ou même 5. Il y en aura 4 sur 5 qui seront de la France insoumise. Donc, on nous reproche souvent d'avoir tout personnifié autour de Jean-Luc, et en même temps, la force de Jean-Luc est quand même d'avoir fait confiance et d'avoir fait émerger une génération dont je fais partie, qui n'avait pas forcément quelque chose à faire à la base en politique, et qui est une jeune génération qui l'a aussi mis sur le devant de la scène et qui l'a assumé, là où je pense le Parti socialiste comme Europe Écologie Les Verts ont échoué à faire cela. Sur la structuration, j'évacue pas le sujet parce que la France insoumise a un nouveau statut aussi. Moi, je n'ai pas forcément le recul, je n'étais pas là en 2017, donc je ne peux pas comparer le 2017 et 2022. Ce que je sais néanmoins, c'est que vous n'avez pas le même rang, pas le même statut quand vous devenez le premier parti d'opposition, que vous passez de 17 députés à l'Assemblée nationale à 75 députés. Je vous le dis, à 17, on était une bande de potes qui rêvaient de refaire le monde. Alors, on était sérieux, on travaillait, on était 17. Ce pas les mêmes cadres de coordination qu'à 75 députés à l'Assemblée nationale, plus les 6 députés qu'on a ici au Parlement européen. C'est pas la même chose en termes de nombre de militants, de la manière dont on mène campagne. Et moi, je pense qu'on n'a pas intérêt, comme l'a fait la France insoumise, à enjamber les élections intermédiaires. On a intérêt à prolonger la NUP, on a intérêt à garder son niveau de radicalité et en même temps à donner des objectifs intermédiaires à nos militants, parce que c'est vrai que la force de la France insoumise, c'est sa machine électorale, entre guillemets. Vous allez dans n'importe quel bled de France, vous allez trouver votre affiche de Jean-Luc Mélenchon. J'ai retrouvé des affiches de moi pour les élections européennes, genre dans des bleds les plus perdus, 3 ans après, vous savez, l'affiche est bien jaunie et bien effacée là. Et c'est une vraie force. La force de la France insoumise est d'avoir des militants, d'être très implantés dans les quartiers populaires, tu l'as souligné, mais je ne l'ai pas dit. Ce qui a fait la différence, c'est qu'en effet, on fait plus de 50% chez les jeunes et plus de 50% dans les quartiers populaires. Cherchez pas la force de la France insoumise, le cœur battant de la France insoumise, c'est les quartiers pop et la jeunesse. Et ça, aujourd'hui, personne ne pourra l'enlever. Ce n'est pas Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste qui vont le faire. Et ça, on doit en effet continuer à le structurer. Dans les choses qu'on a faites, on a installé, par exemple, c'est assez récent, ce qu'on appelle des correspondants d'immeubles. Donc, dans toutes les grandes barres HLM là, que vous avez en France, on essaie d'avoir un correspondant qui n'est pas forcément un militant de la France insoumise, mais quelqu'un qui est en lien avec un militant local de la France insoumise, justement pour être le relais des préoccupations. Enfin, typiquement, dans ces endroits-là, ça va être l'ascenseur qui est en panne, votre mamie au 15e étage qui ne peut pas aller faire ses courses, tous les problèmes d'abandon des services publics dans ces quartiers. Donc, on essaie d'être utile aussi socialement, y compris en dehors des campagnes électorales. Pour ça, ça nécessite une meilleure structuration. Moi, je l'ai toujours défendu. Je continue à le défendre. On a une assemblée représentative qui aura lieu samedi prochain, qui doit acter une nouvelle étape de la France insoumise et une nouvelle étape dans la structuration, avec notamment la mise en place de coordination départementale qui n'existait pas avant, une redescente financière qui permet de davantage financer les activités et les initiatives locales, qui étaient limitées avant aussi parce qu'on n'avait pas le même financement public. Bon, c'est des exemples parmi d'autres vers lesquels je vous renvoie. Et je pense qu'on a encore du chemin à parcourir en matière de structuration locale et nationale. Et en tout cas, c'est ce à quoi on va s'atteler dans les prochains mois pour
renforcer notre crédibilité et je crois, la force va à la force, mais faire en sorte que on soit en capacité de véritablement prendre le pouvoir en prochaines élections. En tout cas, c'est un objectif qu'on n'a pas abandonné. Bien, je vais très rapide. D'abord, sur la bibliographie, je signale la parution tout à fait récente d'un livre de sociologie d'un de mes collègues, jeunes collègues de l'Université de Liège, Cervera Marzal, le populisme de gauche, reprenant donc la formule de Mouffe, quoi, hein, sociologie de la France insoumise. Je ne l'ai pas lu, mais c'est un chercheur qui travaille très bien et il n'est pas suspect parce qu'il a fait des livres sur le communisme. Enfin, donc ça doit pas être à charge, à mon avis. Hein. Je n'en sais rien. Et il travaille très bien. Donc voilà, c'est un chercheur du FNRS. Mais j'avoue que je n'ai pas lu le livre. Enfin, c'est pour répondre à votre question de bibliographie. Moi, je voudrais simplement revenir sur le terme rupture. Je vais un peu me mettre en difficulté en disant ça, mais je pense qu'il y a deux types de sociodémocrates, hein, qu'on va situer, à mon avis, à tort, mais à la droite de la gauche radicale. Hein. Mais il y a deux types de sociodémocrates. Il y a des sociodémocrates qui ne veulent pas la rupture. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas la solidarité, etc., mais ils veulent que tout ça, quand même, se fasse dans la société actuelle. Moi, je ne suis pas, si on lit un petit peu mon petit bouquin, là, moi, je suis tout à fait partisan d'une rupture. Le socialisme, c'est une transformation de la société et c'est une lutte contre le capitalisme. Donc, il y a un adversaire, en quelque sorte, il y a un système que l'on doit combattre. Maintenant, la rupture, la difficulté, ce n'est pas ce qu'on va mettre dans le programme. Hein. Ça, c'est très facile. Et si vous regardez le programme du Parti socialiste francophone, c'est bien. Hein. Donc, il y a tout, hein, la réduction du temps de travail. Oui, peut-être que vous trouvez que c'est pas bien, mais imaginez qu'un parti politique applique, ne fût-ce que la France insoumise, hein, ou le PTB applique tout le programme du Parti socialiste une fois au pouvoir, je pense qu'on serait tous très, très heureux. OK ? Bon, voilà. Par contre, la difficulté, c'est quel narratif pour que les gens y croient, pour qu'il y ait de l'espoir, et en particulier les jeunes, mais pas que, les classes populaires qui sont en complet abandon, qui soit s'abstiennent, soit vont vers l'extrême droite. Et deuxièmement, c'est quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir. Hein, alors là, vous devez avoir des lignes rouges, c'est-à-dire vous devez marquer la rupture et puis il faut que ça marche. Hein. Bon. Or, évidemment, les adversaires, ils ne vont pas vous laisser faire facilement, même si vous avez une majorité. Okay, parce qu'il y a des lobbies économiques extrêmement puissants, parce qu'il y a l'Union européenne et la stratégie de la désobéissance, on pourra y revenir, enfin, ou la rhétorique de la désobéissance, je ne suis pas à 100% convaincu, mais on est bien d'accord qu'il faut changer l'Europe. Et tant qu'on sera coincé par ces pactes de stabilité et autres et qu'on n'y arrivera pas, et puis le risque de la surenchère de son propre camp, une fois qu'on est au pouvoir, en disant mais vous êtes en train de nous trahir, vous ne faites pas assez, etc. Je ne parle pas des trahisons à la Hollande, on est même au-delà. Hein. Je parle des gens qui avaient promis de faire ceci, cela, puis qui font la moitié. Bon, parce qu'il y a un rapport de force qui s'installe. Bon. Et donc là, il faut bien réfléchir à savoir comment on aborde cette question du rapport de force. Là, tu as dit, Mathéo, tout à l'heure que ce qui était intéressant, et c'est le cas avec la NUP, c'est que c'est pour la première fois en France une union de la gauche qui ne se fait pas sous l'égide du parti modéré, mais d'un parti plus radical. Mais souvenons-nous de l'échec de Syriza. Hein, alors que moi j'étais enthousiaste. Hein. Alors l'échec de Syriza, c'est quoi? C'est évidemment toutes les forces de droite, tous les lobbies économiques au niveau européen qui font tout pour casser, le manque de solidarité des sociodémocrates, hein, et des socialistes, et pas seulement de François Hollande, et c'est en interne des gens qui ne voulaient faire aucune concession, ou presque aucune concession. Et échec de Corbyn, hein, parce que quand même, bon. La même chose, c'est-à-dire à la fois des forces extérieures, campagne sur un soi-disant antisémitisme, etc.,
et puis, il est quand même poussé et tiré par d'autres plus extrêmes. Allende, si on prend des grandes figures du passé, ou le Front populaire en Espagne, c'est la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, de se fracasser sur le mur du rapport de force. Et ça, c'est toujours la grande difficulté pour la gauche, sauf à plaider pour une dictature du prolétariat léniniste. Mais enfin, même ça, on peut discuter. Mais si on accepte d'être dans un jeu de type parlementaire et pas que, c'est pour ça qu'il ne faut pas que, hein, il y a ce mur du rapport de force. Et je pense que la seule façon de l'aborder, c'est, excusez-moi d'employer des termes un peu éculés, mais enfin, c'est de regagner une certaine hégémonie culturelle. C'est-à-dire que le centre de gravité général, en quelque sorte, global, des gens en général, soit plus à gauche. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement une question de comptabilité au Parlement. Hein. Vous pouvez avoir une très belle majorité, peut-être favorisée par un scrutin majoritaire comme en France, qui a pu donner des larges majorités au Parti socialiste à un moment donné. Et imaginons même que le programme soit un programme très à gauche et qu'on veuille le faire, etc. Il n'empêche que si l'hégémonie culturelle est à droite et que si le rapport de force est défavorable, ce sera très compliqué, peut-être moins pour un grand pays comme la France, je veux dire, grand en termes enfin, à tous les sens du terme, que la Belgique, mais ce sera compliqué. Et donc, pour moi, il y a deux réflexions qu'on doit avoir. Un, c'est comment on aborde le rapport de force. Ça, c'est une première question. Comment on envisage le rapport de force. Et deuxièmement, comment on fait en sorte de regagner, la bataille des idées sur des choses absolument fondamentales. Par exemple, sur la fiscalité. Par exemple, sur la réduction du temps de travail. Donc, aujourd'hui, sur la fiscalité sur le patrimoine, hein, lorsque vous dites la fiscalité, c'est pas les salaires, il ne faut pas augmenter évidemment les impôts sur les salaires et dans mon idée même pas sur les hauts salaires, sauf à ajouter des tranches. Hein, ça, on peut très bien ajouter des tranches, mais l'effort, il doit se porter sur les patrimoines. Stratégiquement, je pense que la fiscalité, ça doit être des fiscalités sur le capital et sur le patrimoine. Pas seulement sur le grand capital, ça, c'est facile de dire ça, mais aussi sur les patrimoines, parce qu'on sait que c'est par les patrimoines que les inégalités se reproduisent. 80% des riches sont des héritiers. Hein, bon, si on entend par riche le décile ou le centile supérieur. Mais quand vous dites ça, même dans des milieux relativement à gauche, les gens ont peur. Hein, les gens ont peur tout de suite parce que le patrimoine, ils voient leur petite maison, leur appartement, leur logement, etc., etc. Et évidemment, il ne s'agit pas de toucher à ça. Mais donc, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de pédagogie, de beaucoup d'éducation populaire, de beaucoup de travail pour redéfinir quelles seraient à gauche et toutes les forces de gauche, ces lignes rouges, ces axes stratégiques et ces colonnes vertébrales pour regagner l'opinion. Et donc, ce n'est pas simplement que les gens votent pour, hein, c'est regagner l'opinion. Et là, je pense qu'on a encore un énorme travail qui est un travail de fond, et qui est un travail aussi qui doit se faire à un niveau beaucoup plus local, avec, je reviens là-dessus, avec le tissu associatif, avec de l'éducation permanente, avec de l'éducation populaire. On a la chance en Belgique, de ce point de vue-là, d'avoir un tissu, notamment d'éducation populaire et permanente, qui est intéressant. Voilà, je voulais simplement, sur la question de la rupture, dire, le mot est joli, mais qu'est-ce qu'on met derrière concrètement, derrière ce mot-là, au cas où on est en exercice de pouvoir et si on est dans l'exercice du pouvoir. Je ne sais pas si tu veux réagir. Une question ici. Merci Mathieu. Alors, en fait, Edouard a plus ou moins répondu à la question que je voulais poser parce que je voulais parler de Syriza justement et je voulais demander à Manon si en termes de restructuration ou de structuration, dans la phase de structuration dans laquelle vous êtes avec la NUP, si, j'imagine que cette question de l'expérience de Syriza traverse
les débats qui doivent probablement fonder ce qui va faire l'après Jean-Luc, j'imagine. Est-ce que des questions de personnalité comme Tsipras pourraient vous imaginez les garde-fous par rapport à ça? Et alors, pour Edouard, et tu en as touché un petit mot, je trouve que personnellement, je voudrais ton avis par rapport à ça. J'ai connu dans les années 90 une éducation permanente beaucoup plus forte qui a vraiment connu un déclin et des attaques de la droite qui ont été vraiment très massives et très fortes début des années 2000. Et je trouve que depuis 5-6 ans maintenant, on recommence à avoir des mobilisations beaucoup plus fortes avec des Christine Maï, des fédérations des services sociaux qui organisent vraiment des grandes choses. Et je voudrais un peu avoir ton avis parce que je pense effectivement que ce troisième pilier de la social-démocratie est vraiment en train de reprendre du poil de la bête pour le moment. Donc, un petit avis là-dessus. Merci. Allez, je vais prendre toutes les questions maintenant parce que sinon, il y en a beaucoup. Édouard, je voudrais revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure quand vous avez parlé sur le thème de la recomposition ou de la composition de la gauche en Belgique francophone. Écartons la question fédérale. Et vous parliez du fait que ni au PS ni au PTB, on avait songé à parler d'union avec l'autre camp. J'ai l'impression qu'en fait, on y a songé beaucoup pour sortir tout le catalogue d'excuses pour exclure l'autre, tant au PS qu'au PTB. J'aimerais avoir peut-être plus d'éclairage à ce sujet. Merci. D'abord, une première chose, on parle de la Belgique et j'ai l'impression qu'en fait, on ne parle que d'une partie de la Belgique. Et donc, il y a un gros problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut inclure dans la social-démocratie la société civile. Et si on prend le cas de la Flandre, tout le pilier de la société civile démocrate chrétien, toute la CSC, tout le mouvement ouvrier chrétien, etc., est en train de quasiment disparaître. Donc, au niveau du rapport de force globale, je crois que les choses se détériorent très, très vite. Et donc, je ne parle même pas de la montée de l'extrême droite, je ne parle que de ce phénomène-là. Du côté francophone, je suis moins optimiste que vous. J'ai l'impression que le lien entre le Parti socialiste et les organisations syndicales s'affaiblit. J'ai l'impression que le mouvement syndical s'affaiblit fortement. Il n'y a qu'à regarder le type de grève, le type d'action qu'il propose par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc, j'ai une image beaucoup plus pessimiste. Malheureusement pour moi, mon image pessimiste continue. Si on passe au niveau européen, je dirais que la NUPES et ce qui se passe en France est une exception. J'ai bien connu la gauche italienne. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y en a qui disent qu'ils vont la reconstruire. Je ne vois pas encore très bien comment. Si on prend les pays nordiques, la social-démocratie s'affaiblit fortement et se droitise. Si on prend un grand pays comme l'Allemagne, on voit que sa social-démocratie n'est plus du tout la social-démocratie allemande. Donc pour moi, la question de rétablir le rapport de force est une question à laquelle j'ai extrêmement difficile de répondre, de me projeter. L'hégémonie culturelle n'est possible que s'il y a des mouvements sociaux. L'hégémonie culturelle, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas qu'une question de discours, ce n'est possible que s'il y a des mouvements sociaux, et ces mouvements sociaux, je trouve qu'ils sont extrêmement faibles, y compris l'éducation permanente en Wallonie. J'ai été responsable d'une grosse coupole du non-marchand en Wallonie pendant 15 ans, et je crois qu'on a beaucoup perdu de plumes en cours de route. Il y a quelqu'un qui n'est pas un homme blanc qui veut poser la question. Il y a une femme blanche. Oui, bonjour. Moi, c'est Manon. C'est juste par rapport à la question du 3% qui figure dans la stratégie de désobéissance de la NUPES. Et moi, j'ai suivi il y a 12 ans la réforme de la gouvernance économique. Et donc, c'est à l'occasion de cette réforme qu'en plus du 3%, on avait activé le 60%. Il n'y a pas longtemps, la Commission européenne a proposé ces
sa réforme, enfin les pistes pour la réforme de la gouvernance économique. Alors il y a un point qu'il est clair qu'on ne va pas remettre en question, c'est le 3% et le 60%, mais concession, on va retirer le 1/20 de pourcent de diminution annuelle. Donc voilà, il y a un consensus qui est bien là sur le 3 et le 60%. Et alors, je trouve que les mots sont importants aussi pour qualifier la manière dont a été abordé ce débat, en tout cas par la presse de la bulle européenne, à savoir politico. Et il faut voir quels sont les partisans du maintien de la discipline budgétaire et ce qu'ils en disent à l'occasion de la consultation. Et c'est là qu'apparaît vraiment quelque chose qui fait qu'on est dans une lutte d'un capitalisme qui a pris une forme un peu différente, parce que c'était un capitalisme qui est dirigé par la Banque centrale. Pour preuve, quand les propositions en mars des Pays-Bas sont proposées, enfin exposées dans le Politico, eh bien, la ministre des Finances néerlandaise nous dit « Moi, je ne serai ni Dovish ni Hauk ». Voilà. Alors, juste pour terminer, le programme de réforme, je pense qu'il va un peu empêcher le débat sur 3%, puisque de toute façon, c'est 3 et 60. Hein, donc voilà, ça reste bien. Parce que dans le programme de la Commission européenne, il est prévu que les propositions vont être déposées début de l'année 2023. Il est prévu qu'au printemps, on va annoncer la remise en place du pacte de stabilité en espérant que les prochaines propositions seront adoptées d'ici la fin de cette année-là. C'est très optimiste. Mais enfin, voilà, je veux dire, par rapport à la perspective des élections européennes, on a l'impression que le débat du 3%, en tout cas tel que conçu dans la NUP, par rapport au fait de pouvoir y désobéir, on dirait qu'il est quelque peu stérilisé dès le départ par rapport au débat tel qu'il s'annonce dans ce capitalisme dirigé par les banques centrales, qu'est le capitalisme européen. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. J'avais juste une question. On en a discuté, monsieur a déjà soulevé le sujet. C'est donc la NUPES en Belgique. Donc moi, ma question c'est qu'est-ce qu'il faudra pour faire la NUPES en Belgique? Est-ce que il faut arriver au même point qu'en France avec une PS et écolo fort diminuée? Est-ce que c'est ça qu'il faudra ou pas? Comment vous voyez cette chose? Je vais compléter la dernière intervention ici par rapport à l'union de la gauche, parce que moi je trouve qu'il y a bon espoir à écouter Manon et Ouvry, parce que c'est possible, et qu'il y a quelques années, peut-être la question ne s'est pas posée clairement, ou il n'y avait pas une bonne prise de responsabilité, mais depuis on a changé, on a vécu quand même pas mal de crises, qui fait que le peuple est fatigué de toutes ces actions, de toutes ces belles paroles, et que peut-être que si la question se pose dans l'avenir, il y aura certainement une union de la gauche. Très rapidement. Je voulais pas dire ça. Et non, très merci pour ça, pour l'opportunité aussi de parler de gauche. Je suis italien, je viens de l'expérience italienne qui vient d'être mentionnée, c'était la catastrophe où ils ont essayé de faire quelque chose en l'appelant le Front populaire, mais c'était rien à voir avec nous. En perspective européenne, je me demandais, maintenant vous allez parler avec qui à niveau national? Sont qui les références ailleurs, dehors de la France, avec lesquelles vous allez essayer de dialoguer pour créer ou construire ce front européen de gauche? Et petite question aussi sur la victoire, quand tu parles du fait que l'Union européenne commence à utiliser des mots ou à parler des institutions que vous avez mis dans votre programme, j'ai toujours du mal à comprendre c'est où les limites entre la victoire et la cooptation. Donc, quelque chose qui vient pré-coopter pour l'Union européenne, et je vois beaucoup de ça sur des projets de long terme de la gauche, qui vient un peu réformuler, transformer dans un libéral socialiste qui est aussi un peu préoccupant. Merci. Je voudrais rajouter une toute dernière question. Je ne parviens pas à m'empêcher, j'ai essayé de m'en empêcher, qui est la suivante. Voilà.
En France, on dit souvent, c'est le ministre de l'Industrie et de l'Économie qui le dit souvent, quand une entreprise ferme, c'est une permanence du Rassemblement national qui s'ouvre. Avant le Front national, j'en reviens à mon introduction rapide, le débat entre Corbière et Ruffin. C'est vrai que LFI a le grand mérite d'avoir reconquis l'électorat populaire, notamment des banlieues et tout ça, c'est un grand mérite. Par contre, reste encore cet électorat ouvrier des régions désindustrialisées qui s'abstient majoritairement, et quand il ne s'abstient pas, il vote Rassemblement national. Et donc, ce débat qui existe chez vous, qui est un débat interne qui me paraît, en tout cas vu d'ici, exister, comment y réponds-tu, comment peux-tu nous en faire part d'une certaine manière? Alors. Un manque, hein. Ici, dans la région des Douars, quand une usine ferme, au bout d'un certain temps, les ouvriers votent PTB. Comme quoi il peut y avoir de l'espoir. C'est une différence importante. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions, sachant qu'il nous reste 10 minutes. Donc, je vais essayer d'être efficace. Ça fait 5 minutes chacun. Je ne me permettrai pas. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, la question que vous abordiez tous les deux sur la question des garde-fous. Avec tout le respect que j'ai pour nos camarades en Grèce, la situation est très différente. Elle est horrible et elle est injuste, et je le regrette. Et la France, c'est la deuxième économie européenne. Donc, si nous arrivions au pouvoir, je ne crois pas à l'action coordonnée de tous les acteurs européens et internationaux, FMI, Commission européenne, BCE, à l'encontre de la France, parce que c'est la deuxième économie européenne et qu'en ricochet, l'impact serait trop grand pour les autres économies européennes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas que de garde-fous à mettre en œuvre, et ça fait partie des sujets économiques sur lesquels on a travaillé. Attaque sur la dette, par exemple. Bon, après, on a 20% de notre dette qui est détenue par la BCE. Donc, on peut prendre les questions les unes après les autres. Mais pour dire simple, je pense qu'il faut aussi remettre les choses en perspective et que comparaison ne fait pas raison. Et je ne suis pas sûre que la comparaison à la Grèce ne soit pas la meilleure comparaison, même si je pense qu'il y a des choses à apprendre de l'expérience grecque, des échecs aussi de l'expérience grecque, qui leur a coûté le pouvoir d'ailleurs. Mais peut-être au vu de la manière dont se comporte notamment la droite en Grèce, il y a des élections en Grèce en juillet prochain, peut-être que, enfin en tout cas, Syriza est plutôt bien placé pour reprendre le pouvoir, y compris dans un contexte de coalition, probablement avec Diem25 de Varoufakis, etc. Donc oui, il y a des garde-fous à mettre en œuvre, mais tout autant de rupture avec le monde capitaliste d'aujourd'hui qui est notre programme. Je veux dire, je sais pas, je prends ne serait-ce que sur l'impôt sur les sociétés pour prendre un exemple. Ce qu'on propose, c'est un taux d'imposition à 25% pour toutes les boîtes et qui soit progressif pour les grandes boîtes. Enfin, à l'origine, l'impôt sur les sociétés, en France, il a été créé, il est à 50%. Sur l'impôt sur les revenus, on propose 14 tranches d'impôt sur le revenu. Et pourquoi 14? Et il y en a 5 à l'heure actuelle, parce qu'à sa création, l'impôt sur le revenu proposait 14 tranches d'impôt sur le revenu. Donc je relativise aussi, en fait, c'est le monde qui est parti à la dérive. Nous, on est juste la raison, en fait, quelque part. Et moi, je nous crois profondément raisonnables. D'ailleurs, je pense que nous qualifier d'extrémistes, d'extrême gauche et tout n'a aucun sens, en fait. C'est eux les extrémistes. C'est eux qui foutent la planète en danger. C'est eux qui accroissent les inégalités à un tel point que même à la fin, le FMI dit écoutez, là, vu la hauteur des inégalités, c'est peut-être contre-productif. De nouveau, ça n'arrive pas souvent que je cite le FMI. Donc ça, c'était sur la première question. Ensuite, qui est liée un peu à la question de l'hégémonie culturelle et qui est liée à des questions aussi à la fin, on a gagné quand même un certain nombre de victoires culturelles dont on n'a pas à avoir honte et dont on doit être assez fier. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron parle de planification écologique, pardon, mais depuis combien d'années nous parlions de planification écologique? Quand la Commission européenne parle de protectionnisme, quand tout le monde admet que les règles stupides, les règles de la concurrence européenne, les règles du pacte de stabilité et de croissance n'ont aucun sens et doivent être revues, c'est que quand même on a gagné des batailles culturelles. Alors vous allez me dire, oui, une bataille culturelle c'est une chose, mais ça peut être que de la cooptation, mais c'est pas une victoire politique. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, notre rôle, c'est de les transformer en victoire politique. Mais je pense qu'on a quand même enfoncé, mis un pied dans la porte pour dire votre modèle à vous, il nous mène tout droit dans le mur. Même, je sais pas, le débat sur la sobriété. Alors, je veux dire, il y a quelques années, en France, on était des amiches quand on parlait de sobriété énergétique. Maintenant, enfin, ça montre que, en fait, c'est la situation, la radicalité de la situation dans laquelle on est, pousse à des bouger qu'on doit utiliser et transformer en victoire politique. Alors, on a un problème dans le cadre de la conquête de l'hégémonie culturelle. C'est quand même un problème de démocratique fondamental, qui est le problème de la mainmise sur les médias, qui n'est pas un petit sujet. Quand du matin au soir, vous avez des débats sur CNews sur l'immigration qui fait le porte-plat d'Éric Zemmour, oui, on a un problème. Quand c'est Bolloré qui dicte ce qu'on a le droit de dire ou pas, et ce qu'on a le droit de parler de lui ou pas sur ses chaînes télé, c'est un problème. Et c'est un problème fondamental. Et qui existe aussi en Belgique, et qui est un frein dans les batailles culturelles qu'on mène. Mais nous, vous savez, c'est pour ça qu'il y avait cette image de la tortue dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On est des tortues, on prend notre maison sur le dos, et puis patiemment, eh ben, on avance. Et les tortues, c'est assez résilient, ça vit assez longtemps, je crois. Je ne suis pas spécialiste des tortues, mais vous voyez l'image. Ce qui veut dire que dans la bataille culturelle, il faut assumer d'aller mener des batailles. Par exemple, sur la question du patrimoine. Oui, ayons ce débat. On l'a eu d'ailleurs dans le cadre de la campagne présidentielle. Quand on a dit qu'il faut un héritage maximum à 10 millions d'euros. Là, toute la droite nous est tombée dessus. Quoi? C'est un impôt sur la mort. Pardon? 10 millions d'euros. Juste, on remet en perspective combien de milliers d'années de SMIC c'est. Qui dans la salle possède, c'est un exercice que je faisais souvent en meeting, qui dans la salle a plus de 10 millions d'euros de patrimoine? Alors là, vous faites le calcul. Alors, ma maison, mon vélo, ma voiture, bon, tout au plus, je suis à 150 000 euros pour les plus riches des personnes qui sont dans la salle. Moi, quand j'ai fait ma déclaration à la HTVP, j'ai déclaré mon vélo, parce que c'est ce que je me suis aperçu qu'il y avait le plus de valeur. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut assumer d'aller mener cette bataille. Et moi, je fais partie de ceux que sur l'impôt sur le patrimoine, par exemple, c'est intéressant. En 2017, Jean-Luc Mélenchon, c'est une question qu'il avait volontairement évacuée, qu'il avait mis sous le tapis. Et je me suis battue avec lui sur cette campagne pour lui dire non, en fait, il faut qu'on mène campagne sur ce sujet. Que les inégalités les plus fortes, c'est les inégalités de naissance. Quand vous naissez et que vous avez déjà du patrimoine, c'est la base des inégalités, qu'elles sont beaucoup plus conséquentes pour le coup que les inégalités de salaire. Et c'est une bataille qu'on a menée et je pense qu'elle n'est pas encore gagnée, je vous l'accorde. En tout cas, dans le contexte français, elle n'est pas encore gagnée. Mais c'est un bon exemple de bataille culturelle que petit à petit, oui, plus de 50% des Français ont moins de 140 000 euros de patrimoine à léguer. Donc, bon, circuler, il n'y a rien à voir. 140 000 euros, vous pouvez le léguer sans le moindre impôt. Donc, les gens peuvent léguer sans problème. Et on parle, on parle pas du petit pavillon de banlieue de notre grand-mère. Hein. On parle du château à Versailles. Hein. Et c'est quand même pas du tout la même chose. Et en même temps, avec l'impôt sur le patrimoine et notamment sur comment on dit, sur l'héritage, pardon, qu'on proposait, on avait calculé qu'on avait de quoi financer une allocation d'autonomie de tous les jeunes à un seuil de pauvreté de plus de 1 000 euros par mois. Et il y avait un peu en plus un sens politique que les vieux riches payent pour les jeunes dans la galère. Moi, je trouvais ça pas mal. Donc, bataille culturelle à mener. Je prends dans l'ordre, je partage votre avis sur la baisse du syndicalisme. Elle est vraie partout en Europe, mais je ne pointerai pas du doigt les syndicats là-dedans, puisqu'on est aussi face à une nouvelle réalité qui est le monde du travail, la décomposition du monde du travail. Enfin, je veux dire, un mec qui travaille pour Uber, c'est à peine s'il a des papiers et à peine si, évidemment, il n'a pas de contrat de travail, bah ouais, il va moins se syndicaliser que le salarié de chez Ford qui est depuis 20 ans. Donc, la question qui est posée, c'est comment l'organisation dans le monde du travail et la défense du droit des travailleurs s'adapte à une nouvelle réalité, et notamment à l'éclatement du monde du travail. Et c'est une des difficultés auxquelles on fait face. On pourrait longuement parler de la situation italienne. Moi aussi, elle me désespère. Mais c'est assez intéressant parce que nous, on nous avait dit pendant des années en France qu'on allait finir comme l'Italie. Et en gros, et pour nous, c'était inexorable. Il n'y aurait plus de gauche en France. À la sortie de François Hollande, il avait détruit la gauche, il n'y aurait plus de gauche. Ben, en fait, on a montré qu'il y avait une autre voie qui était possible, qui était de reconstruire la gauche sur des bases solides. Et au vu, pardon, de la trahison du Parti démocrate, ceux qui ont augmenté l'âge de départ à la retraite en Italie, qui ont privatisé, etc., les systèmes de santé, bref, je pense qu'il y a un espace politique et idéologique pour reconstruire la gauche en Italie. Et il y a un indice de ça, c'est on pense qu'on veut du mouvement 5 étoiles, mais ils ont fait une campagne qui était plutôt de gauche. Donc en fait, ils ont juste occupé un espace qui était vacant.
Donc je pense qu'il y a de quoi reconstruire la gauche en Italie, mais ça c'est mon côté optimiste qui parle en moi. Enfin, sur réforme du pacte de stabilité et de croissance et du mode de gouvernance. Nous, on est évidemment très critique de la révision qui est proposée par la Commission, puisque à la base, on nous avait dit quand même qu'on battrait en brèche les 3% et les 60%, 3% de déficit, 60% de dette qui ont été inventés sur un coin de table qui n'ont aucun sens politique. Rien, personne dans le monde n'applique ces chiffres. Personne n'est capable de dire d'ailleurs pourquoi c'est 3, pourquoi c'est pas 2, pourquoi c'est pas 4. Bah, en fait, on les a encore plus inscrits en lettres d'or parce qu'on dit aux États, oui, vous serez un peu plus flexible, vous aurez un peu plus le choix de si vous coupez dans les hôpitaux, dans l'éducation, merci à la Commission. Mais en échange de quoi, les sanctions s'appliqueront davantage puisqu'elles ont été très peu appliquées jusqu'à présent. Il y a eu 170 violations des règles du pacte de stabilité et de croissance pour 0 sanction. Donc, de facto, c'est une règle. Et ça me permet de te répondre. La désobéissance européenne, elle existe déjà. Je veux dire, les États désobéissent déjà. Pourquoi ce serait que les libéraux qui désobéissent? Emmanuel Macron désobéit aux règles européennes en matière des énergies renouvelables. L'objectif européen, c'est 23%, on est à 19%, on est en queue de peloton. On a un cas d'ailleurs devant la CJUE. Voilà, pourquoi Macron il désobéit aux règles environnementales et nous, on n'aurait pas le droit de désobéir aux règles éco? Bah, moi, j'ai un scoop pour vous. Les règles environnementales, on les respectera et les règles économiques, on les respectera pas. Et en vérité, à la fin, ce ne sera pas bien différent du modèle de Macron, sauf que nous, on assumera derrière que oui, on assume de dire qui plus est quand on est la deuxième économie européenne, ces règles n'ont plus aucun sens au XXIe siècle à l'heure de l'urgence écologique et sociale. Et devinez quoi, c'est parce qu'on le mettra sur la table qu'on se donnera la chance de les changer. J'en veux pour preuve dernièrement l'Espagne et le Portugal qui, par exemple, ont dit vos règles sur le marché de l'énergie, là, c'est de la merde, ça coûte trop cher. Et d'ailleurs, on veut fixer un prix à 60 € maximum du kilowattheure. Et devinez quoi, non seulement la Commission européenne leur a dit ouais, allez-y, et puis derrière, ça a donné lieu à l'introduction, disons, de davantage de flexibilité sur le marché de l'énergie. Donc, c'est la démonstration aussi qu'on peut assumer du rapport de force, la désobéissance ayant un registre beaucoup plus varié dans le détail, c'est un registre beaucoup plus varié de rapport de force qui est résumé, je dirais, de manière un peu simpliste dans la désobéissance. Je crois que j'ai fait le tour, je suis désolée, j'ai essayé ah oui, et la dernière question sur les régions désindustrialisées, c'est pas vrai de dire qu'on est mauvais chez les ouvriers. C'est vrai de dire que l'extrême droite est trop forte. C'est vrai de dire qu'on n'est pas suffisamment fort. Mais c'est pas vrai de dire qu'on est mauvais, et je pense que ça fait partie du combat qu'on doit mener. Et moi, j'ai pas peur de mener le combat sur le travail, justement, que le travail doit payer pour ces gens-là, et qu'il y a un combat, pour le coup, culturel à mener. Mais le combat dans ces zones-là, c'est aussi un combat pour les services publics. Quand ces gens-là ont à faire 1 heure, 1 heure et demie de voiture pour aller juste aux urgences, que leur bébé a une bronchiolite, qui est quand même une maladie infantile bien connue, et qui, si elle est bien traitée, l'enfant n'aura pas de séquelles, et qu'on n'est plus capable de gérer ça en France, dans la 6e puissance économique mondiale, qu'on renvoie nos bambins d'urgence sur urgence et que les parents se retrouvent à faire des centaines de kilomètres, que les gares des petites lignes de train ferment, que les écoles, les classes dans les écoles ferment, etc., il y a un vrai enjeu de quel est le rôle de l'État, quelle est la présence de l'État dans ces endroits. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre qu'il faille opposer, par exemple, les banlieues populaires et les zones rurales, puisqu'elles font face à un point commun qui est la désertification de l'État et à sa privatisation rampante. Je crois que j'ai vraiment essayé de faire le tour et je suis désolée si j'en ai oublié. Je vais essayer d'être bref. Alors, sur les régions défavorisées, d'abord, moi, je préfère que les gens votent pour le PTB plutôt que pour l'extrême droite, que les choses soient très claires. Même s'ils ne votent plus socialiste, je préfère qu'ils votent pour le PTB que pour l'extrême droite. La crainte, c'est qu'il ne faudrait pas que, à force qu'une union de la gauche ne se fasse pas, que ces électeurs se lassent de voter pour le PTB et qu'ils ne finissent quand même par voter pour l'extrême droite, parce que je pense que l'extrême droite, on n'est pas, je ne crois pas du tout que la Wallonie et Bruxelles, que les Wallons soient moins tentés par le racisme, par l'identitaire, etc., que le nord de la France et que la Flandre. Je pense que une raison qui nous sauve un peu, c'est que l'extrême droite n'a pas de référent national. Ils n'ont pas de drapeau
parce que l'extrême droite, c'est nous et eux. Hein. Bon, alors, le nous, c'est quoi? C'est une difficulté, mais c'est pas une difficulté insurmontable pour l'extrême droite, et un jour, on l'aura peut-être. Et je pense, très important, j'en profite pour le dire, moi, il ne faut absolument pas que la gauche abandonne les classes populaires, que ce soit celles dans les quartiers ou que ce soit les régions industrielles défavorisées. Et on sait bien que ces deux publics-là ont fait tout pour les opposer sur les questions identitaires, sur le foulard, sur la laïcité, etc., pour agiter des tas de choses. Et je pense que la colonne vertébrale qui peut rassembler ces différentes classes et encore d'autres et jusqu'au cadre, c'est à nouveau la question de la défense du salariat et de la défense du travail. Mais je pense que là, on est tout à fait d'accord. Alors, sur l'éducation populaire et permanente qui est en déclin, ne fût-ce que parce que il y a de moins en moins d'argent et de financement, et elle revient, je suis tout à fait d'accord, et c'est à ça que je faisais allusion en disant qu'il faut que des Christine Mailly, le service de lutte contre la pauvreté, Céline Yoneus de la Fédération des services sociaux, on pourrait citer aussi le travail fantastique qui est fait par Présence Action Culturelle autour de l'idée d'écosocialisme avec Sarah Delamchine, et j'en profite pour dire, Sarah Delamchine est la présidente de Solidaris Wallonie, et Céline Yoneus fait partie de notre comité stratégique. Donc, et ça, moi, j'estime que c'est le rôle de notre mutualité, précisément, d'avoir des liens avec des gens qui sont dans l'éducation populaire et permanente. Et on voit bien, une des raisons pour laquelle la gauche en Flandre est à la ramasse, c'est parce que précisément, ces organisations de la société civile chrétiennes, dominantes chrétiennes, sont en voie de disparition, ont un petit peu abdiqué, se sont droitisés aussi, et voient maintenant qu'il faut qu'ils coupent le cordon avec le Parti chrétien et qu'ils aillent plutôt vers Groen. Bon, voilà. Donc, ceci montre que c'est important aussi, à côté des partis politiques, d'avoir un tissu de la société civile qui est le plus fort possible. Et je réponds aux questions les plus difficiles et j'essaie de faire très très rapide. Pour expliquer pourquoi PS, PTB et Écolo effectivement se sont trouvés des excuses pour chacun. Enfin, ils étaient bien d'accord pour jouer un minimum de théâtre pour au final dire c'est pas possible, l'autre c'est pas possible. Hein. Bon, alors il y a des tas de raisons. Le PS est un parti de pouvoir, donc pour les autres évidemment c'est compliqué, et un parti de pouvoir qui veut rester au pouvoir. Le PTB, on va pas entrer dans les analyses fines, mais n'a pas le même rapport au pouvoir que LFI. LFI, je pense que c'est votre force, vous assumez que vous voulez le pouvoir. Mélenchon, il assume qu'il voulait être président de la République. Le gros problème, et ça c'est vraiment la force de la gauche radicale en France, souvent en Europe, ce qui fait le succès du parti de gauche radicale, c'est qu'il a un discours tellement anti-système qu'il sait très bien que s'il allait au pouvoir, comme Podemos en Espagne, il s'effondre d'un coup. Hein. Écolo a une aversion culturelle contre l'État PS et une peur bleue du PTB. Donc, on voit que les trois appareils se regardent en chien de faïence et ne bougent pas et ne veulent faire aucun véritable rapprochement. Et on sait que même PS et Écolo, au sein des gouvernements, ce n'est pas, c'est pas simple. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire sauter ce verrou, mais on ne le fera sauter que par en bas. Voilà, je ne pense pas que c'est un jour Paul Magnet qui va se réveiller, Raoul Debeau qui va se réveiller et Jean-Marc Nollet qui va se réveiller le matin en se disant tiens, ce serait bien de faire une union de la gauche. Hein, ce ne sont que à Écolo, il y a une coprésidente femme et les vice-présidentes aussi. Enfin, bref, Raja Marouane, une bruxelloise. Donc, je ne pense pas que ça viendra d'eux. Je pense que ça viendra peut-être d'une nécessité politique, peut-être aussi de par en bas et avec un travail d'hégémonie culturelle à faire. Donc désolé, mais ça prendra du temps. Un mot sur l'action commune socialiste, hein, donc l'organisation plus ou moins concertée entre le parti, le syndicat et la mutualité. Je ne vais pas vous mentir en disant que c'est facile et que l'action commune se porte bien.
Non, elle ne se porte pas bien, c'est un fait. Nous ne sommes pas contents, nous à la Mutualité, ça peut être enregistré, j'ai aucun problème, on n'est pas du tout content du dernier conclave budgétaire, avec une norme de croissance des soins de santé qui était abaissée pour 2024 de 2,5% à 2%, et avec des baisses de cotisations sociales, et c'est un ministre censément socialiste, mais évidemment flamand, Van den Broek, qui porte ces mesures, qui sont des mesures antisociales. On est très fâchés, très fâchés de cela, et la FGTB a des tas d'autres raisons également de l'être. J'espère que ça ne sautera pas, mais ça dépendra des trois acteurs, les trois principaux acteurs, et avant tout du Parti socialiste. Donc, je ne suis pas spécialement optimiste, mais je pense que cet outil de l'action commune socialiste est un outil qui doit, parce que c'est vraiment l'essence même de la social-démocratie, doit être maintenu. Mais évidemment, ce ne sera pas le cas si les décisions politiques sont à ce point mauvaises. Je suis bien d'accord, la social-démocratie, c'est la chute finale, point d'interrogation, c'est un article de Pascal Delhuit. Mais moi, je répondrais une chose, pour éviter la chute finale. Et si ça doit être, enfin, il y a deux raisons d'éviter cette chute finale. Un, les mouvements sociaux, le terrain, et deux, l'union de la gauche. Hein, et donc, d'apporter le vent frais et les énergies nouvelles que vous avez apportées en France. Et moi, je ne demande pas mieux, en tant que socialiste, de me faire bousculer, de me faire challenger. Et voilà, si nous pouvons ainsi gagner ou en tout cas ne pas perdre. Et puis, donc, je suis pessimiste aussi, mais bon, vous connaissez la formule, hein, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Merci Edouard. Donc, je vous remercie donc beaucoup d'être venu. Je pense que ce débat était un débat utile. Mon seul regret, c'est qu'il n'y en ait pas souvent. Je pense que pour faire vivre la gauche, cette question doit être aujourd'hui discutée parce qu'il y a de quoi discuter aujourd'hui. Et donc, je voudrais remercier nos deux orateurs et vous remercier tous et à bientôt.